Enfin, ça n'a pas de sens. C'est pas évident pour un animateur de radio d'être en face de Maude Christen, comme d'autres. Oh, mais voyons. Ça me fait très plaisir que vous soyez là. Moi, je suis ravie d'être avec vous ce soir. De pouvoir penser, mais est-ce qu'elle peut anticiper mes questions? Non. Alors, comment vous expliquer? Là, moi, j'ai un système on et off, parce que sinon, je pourrais plus vivre. Quand je travaille avec vous, il y a une espèce, je sais pas comment vous expliquer, j'ai un espèce de contrat de loyauté avec les autres, qui fait que bon, je peux utiliser mes ressources et mes capacités pour savoir ce que j'ai envie de savoir. Ça, c'est normal. Mais, vous voyez, vous me recevez dans votre émission. Le truc n'est pas d'essayer de pénétrer en vous, de savoir des choses sur vous. D'abord, ce serait totalement malveillant. Puis ensuite, c'est pas que vous ne m'intéressez pas, mais si vous m'intéressez, je préfère qu'on parle ensemble que de procéder de cette façon. Bien sûr. Voilà. Donc, ça ne se produira pas. Moi, il y a des questions sur lesquelles j'ai pas envie de savoir, par exemple. Parfois parce que je me suis engagée, donc de toute façon comme je suis de parole, je me dédierai pas. Donc certains trucs, je dis ok, puis après je me dis t'aurais peut-être pas dû. Bah oui, mais c'est trop tard. Bon, alors après je vais pas aller regarder. Si ça se passe mal, je vais être mal, donc c'est pas la peine. Autant que je le sache pas. Puis il y a des questions graves sur lesquelles parfois j'ai pas envie d'avoir une réponse. L'état de santé de quelqu'un que j'aime et qui est vraiment malade. Vous répondez aux questions de santé? Alors oui, non. Oui, quand on peut faire quelque chose, je veux bien donner des informations sur ce que je ressens, pour essayer d'améliorer les choses. Maintenant, quand je vois des catastrophes, évidemment, je le dis pas. Bon, sauf si il s'agit pas de catastrophe, mais de la fin de processus, parce que il m'est arrivé. Vous voyez, j'ai une de mes grandes amies qui, quand elle est venue me voir il y a 20 ans, n'était pas une amie, et elle était en train de perdre son mari. Et elle le savait, puisqu'il était très malade. Et je lui dis, vous savez, au moment de partir, il aura un très très gros problème respiratoire. C'était pas du tout sa pathologie. Et ayez chez vous quelque chose qui puisse type ventoline, parce que ça va être vraiment terrible. Et en fait, Dieu merci, elle m'a écouté, elle a fait prescrire à son médecin ce qu'il fallait. Et en effet, ce monsieur a eu les 5 dernières minutes de sa vie les plus pénibles qui soient, puisqu'il était en train de s'étouffer. Avec la ventoline, il s'est pas étouffé, il est mort d'une crise cardiaque. Voilà. Mais sinon, il serait mort étouffé, ce qui est quand même une horreur. Bon. Et ça m'est arrivé dans bien des cas de pouvoir éviter. Pas toujours, mais de pouvoir dire, voilà, telle personne est très malade, quand il y aura tel et tel signe physique, quand il se passera telle et telle chose, là, ça sera vraiment la fin. Et ça, c'est formidable parce que ça permet, quand ça marche, parce que parfois on échoue, mais ça permet, quand on aime quelqu'un, d'être avec lui jusqu'au bout. Le dernier moment. Voilà, d'être avec lui jusqu'au bout. Donc vous êtes dans l'aide, là. Là, vraiment. Enfin, l'aide. Je fais mon boulot. Oui, d'accord, oui. Ça aide, mais c'est que je vois ça, ou que je vois l'intérêt de se procurer un magasin, pour moi c'est la même chose. Vous voyez. Est-ce que des personnes vous ont demandé la date de leur mort? Oh, quelle horreur. Non, j'ai pas encore eu ça. Non. Ça ne vous est jamais arrivé? Ah bah non. J'en avais de la chance. C'est arrivé à des confrères? Oui. Oh non, j'ai pas eu ça encore. Quelle différence y a-t-il entre voyance et clairvoyance, Maude Christen? La voyance, c'est un mot fourre-tout, en fait. C'est un mot dans lequel on met tous les phénomènes où on met télépathie, clairvoyance, précognition. Et on fait un prix de gros, pas voyance. Bon. Vous êtes clairvoyante et clairaudiente? Oui, parce que je peux avoir des... Alors, cette idée de clairvoyance, j'essaie de l'expliquer, apparemment c'est un mode de fonctionnement qui m'est propre, mais d'autres confrères ne fonctionnent pas comme ça. Moi, j'ai jamais vu d'image. Vous voyez, les gens qui jouent des images, je vois pas d'image. Je vois comme vous vous souvenez. Bon, par exemple, à la fin de cette soirée, je serai plus face à vous. Bon, il y a on vous dit décrivez Maude, vous pourrez me décrire, mais il y a des choses dont vous vous souviendrez pas. Donc vous aurez une vision globale. Bon. Moi, je vois de cette façon-là. Je vois comme vous vous souvenez. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui remontent. Alors, on peut aussi se souvenir on se souvient d'images, on se souvient d'odeurs, on se souvient de sons, on se souvient de tout. Donc, le souvenir convoque tous les sens. Et en ça convoque tous mes sens physiques. Donc, bien sûr, je suis clairaudiente, puisque il peut m'arriver, par exemple, de dire aux gens, par exemple, je me branche sur une adresse, je dis à la personne, tiens, là, vous habitez à un étage très élevé parce qu'il y a une vue plongeante et c'est un endroit horriblement bruyant. Comment je le sais? Parce que je sens la sensation du bruit, de l'usure par le bruit. Donc bien sûr, je suis clairaudiente. Mais pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce ne sont pas les bruits, c'est la sensation qu'il y a du bruit. C'est la sensation qu'il y a du bruit. C'est plus subtil, c'est pas le bruit. De même, vous parlez des problèmes de santé. Vous voyez, quand je suis, par exemple, en entretien face à quelqu'un, on me donne un prénom, et je dis il a mal à l'épaule. Pourquoi? Parce que je sens, moi, mal à l'épaule. Mais c'est pas mal à hurler. C'est le souvenir de ce que serait une douleur à l'épaule, ce qui est très différent. Vous voyez, je dis, par exemple, c'est quelqu'un qui a des gros problèmes intestinaux. Et à ce moment-là, j'ai le sentiment
de me rappeler très vaguement ce que c'est que d'avoir mal au ventre, même si c'est quelque chose qui est pas du tout mon truc. Vous voyez ? Donc c'est, Dieu merci pour moi, c'est très filtré mes trucs. Vous voyez ? C'est pas frontal. La seule fois où ça a été frontal et où j'ai vraiment beaucoup souffert, c'était pendant le film de Marie-Monique Robin. Cette expérience de Gansfeld. Gansfeld était une technique qui permet de développer des capacités psy chez des gens qui n'en ont pas forcément à la base. Et en fait, on a un bruit blanc dans les oreilles, on a une lumière rouge qui tape là. Et ce qui s'est passé pour moi... On le voit sur votre visage que vous souffrez. Et ça inhibait mes défenses habituelles. Et les informations que j'ai reçues, je les ai reçues comme si ça se passait pour de vrai. C'était une horreur. C'est-à-dire que je n'avais plus du tout le recul, je vivais les choses émotionnellement. Avez-vous eu l'envie d'arrêter ? Non. À ce moment-là ? Non, parce qu'il fallait aller au bout, là. Non, il fallait aller au bout. Malgré la douleur bah bien sûr. Non, mais attendez, là, on avait fait le voyage pour ça, donc il fallait aller au bout. Ce que j'ai simplement compris, c'est que qu'il fallait que je fasse attention aux expérimentations, parce que certaines expérimentations n'étaient pas faites pour moi. Parce que dans mon état naturel, si je puis dire, j'ai vraiment des protections qui font que je suis pas du tout gênée par ce que je vois, même quand c'est tragique. Alors que là, c'était très comique, parce que le film qui était projeté sur un autre écran que j'étais censée télépather, c'était un film de science-fiction des années 50 qui s'appelle The Sea Monster, qui est une véritable monstre en carton-pâte. Enfin, c'est grotesque, ça ferait rire un enfant de 5 ans. Mais moi, je l'ai vécu totalement au premier degré. Et j'ai dit, voilà, il y a un truc énorme, dressé devant moi, qui va m'agresser, j'ai le cœur qui bat, et c'était vraiment comme une agression, comme si j'avais été agressée par un tyrannosaure. Vous étiez présente le jour où ça a été projeté par Canal+, hein ? Bien sûr, oui. Parce qu'imaginez-vous, il y a quelques mois, il y avait Ronki. Ah oui, Ronki que j'adore. C'est un monsieur formidable, formidable. Et en plus, on ne peut pas soupçonner Ronki d'être un charlatan. Ah non, il a démasqué... Ronki a fait un très beau travail, parce qu'il a démasqué... L'homme à la moto. Oh oui, c'était... Bon, ça a été terrible pour des gens comme Alexandre Balou, qui sont vraiment des gens très bien et qui se sont fait avoir en toute bonne foi, parce qu'il n'y avait aucune... Alexandre Balou, c'est un monsieur tout à fait intègre, et s'il avait su, jamais il aurait fait ça, jamais. Mais sans Ronki, ça passait à l'as, vous voyez, c'est quand même formidable. Moi, il m'a beaucoup appris, Ronki, d'ailleurs... J'ai beaucoup apprécié quand il m'a dit, en fait, voilà, les enveloppes, faut pas que ce soit... Je lui ai dit, mais comment ça peut se passer la fraude en voyant? Il m'a expliqué qu'il y avait comme du fluide glacial qu'on mettait sur les enveloppes. Pas vraiment du fluide glacial, mais quelque chose qui rendait l'enveloppe transparente quelques instants. Oui. Alors, Dieu merci, moi, dans mes protocoles, on utilisait toujours des enveloppes avec des bulles. Toutes les magouilles à la Majax, voilà. On les connaît toutes, hein, Ronki. Voilà. Hein. Mais c'est génial. Oui. Voilà. Donc, je le trouve... Puis bon, il fait un très beau travail. Il fait vraiment un très beau travail avec son comité. Souvent, on entend des voyants qui font appel à leur guide. Oui. En avez-vous un ou plusieurs modes? Alors, moi j'ai 2 modes de fonctionnement. J'ai un mode de fonctionnement en entretien, et puis j'ai un mode de fonctionnement pour moi avec mes bouquins. En fait, j'emploie pour moi-même un protocole qui est le suivant. C'est que j'ouvre des livres et je considère que la réponse est au-dessus de mes pouces. Bon. Je note ces phrases et j'obtiens non pas quelque chose de décousu, mais des tests qui sont très très précis sur le plan sémantique. Enfin, qui ont un champ sémantique très défini et qui sont des réponses très très claires. Hein. Bon, parfois il faut un tout petit peu décoder, mais enfin c'est pas Nostradamus, hein. C'est quand même très 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 facile à décoder. Bon, cette intelligence, au début quand j'ai commencé à parler, elle parlait, je dirais, petit nègre. Après, elle a parlé à peu près comme tout le monde, et maintenant c'est des vraies conversations, et il y a une profondeur à la fois philosophique, spirituelle, intellectuelle incroyable dans ces conversations. Bon, la question c'est qui c'est. Bon. C'est la seule question à laquelle ce guide n'a pas voulu me répondre. Voilà. Ou j'ai pas compris, je sais pas. Mais bon, ça parlait de naissance, du fait que c'était avec moi depuis ma naissance. Bon, en fait voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il s'agit d'une part supérieure de mon propre esprit sur laquelle je serais connectée, comme vous voyez, comme mon micro est connecté avec un jack à votre ampli, hein, ou si d'une certaine manière, à force de faire des va-et-vient et d'augmenter cette connexion, j'avais de plus en plus d'informations et je cultivais non pas cette partie de moi-même qui est supérieure à moi-même, mais si cette partie de moi-même arrivait à s'exprimer de mieux en mieux parce que le lien était de plus en plus fort, un peu comme un couple qui s'aime. Plus on se connaît, plus on s'aime, plus la tendresse est forte, et j'ai envie de dire, plus l'intimité est grande. Et là, il y a cette intimité qui est de plus en plus grande, et cette précision de réponse de plus en plus grande. Je ne sais pas si c'est ça, si c'est une part supérieure de mon esprit à laquelle je me connecte, ou si c'est une intelligence extérieure. Je ne le sais pas. Alors, j'ai pris une décision. Et si vous aviez à choisir, qu'aimeriez-vous ? Deuxième solution? Ça m'égale, en fait. Parce que de toute façon, c'est la même chose. C'est là où je veux en venir. Vous allez voir, je vais vous faire un truc. Je ne sais pas si vous allez me suivre, là. Bon, première hypothèse, c'est une partie supérieure de mon intelligence. Deuxième hypothèse, c'est un esprit supérieur, indépendant, autonome. Un ange, un guide, ce que vous voulez. Bon,
Si c'est un ange ou un guide, écoutez, je préfère le penser comme ça dans ma réalité aujourd'hui parce que je me dis, j'aimerais pas avoir quelqu'un qui est aussi merveilleux, disponible à chaque instant et qui me répond avec autant d'intelligence, autant de finesse, en me remettant dans les clous, en me remettant droit dans mes bottes quand je vais de travers, en me disant ce que je dois faire, en me prévenant. Enfin, c'est extraordinaire. J'aimerais pas penser alors que c'est nous. Ça serait pas sympa pour lui. Donc je préfère penser nous. Bon. Mais si c'est une part de mon esprit, une part supérieure de mon esprit, c'est quelque chose de tellement supérieur à moi, de tellement bienveillant, de tellement fin et affûté, que de toute façon ça me ressemble plus, donc c'est plus moi, parce que c'est pas mon ego, vous voyez, c'est pas ma petite personne à moi. Donc quelque part, j'ai envie de dire grossièrement, on s'en fout, quoi. Parce que ou c'est un autre, ou c'est une part de moi qui est tellement, tellement épurée que c'est plus du tout moi. Quelle importance, vous voyez. Voilà, comment je conclurai la chose. Est-ce qu'un voyant est spirituellement plus éveillé ? J'en sais rien. Il y a des gens qui sont, à mon avis, plus généreux, plus altruistes que moi et qui n'ont pas de capacité psychique. Voilà, ça j'ai envie de le dire. Qui passent leur vie à faire du bien aux autres sans s'autoriser à les faire chier pour autant. Ça c'est une race qui existe aussi et c'est pas des gens bien. Il y en a beaucoup, ils sont très nombreux ceux-là. Bon, donc il y a des gens qui sont absolument extraordinaires et qui n'ont aucune capacité psychique. Et en revanche, il y a des vrais dingues, particulièrement malfaisants et particulièrement dangereux sur le plan moral, qui peuvent avoir des capacités psychiques. Voilà, donc j'ai pas de... Alors les Tibétains, eux, évidemment, contrôle Rinpoche, il part du principe que quand on est voyant, c'est que c'est une promotion sur le plan karmique. Mais ça, je pense que c'est juste dans sa culture. Dans la nôtre, je ne résiste pas à vous raconter cette histoire. Je recevais à un moment des lettres qui avaient été écrites dans un HP par un monsieur qui était enfermé là parce qu'il avait essayé de tuer des gens. Et c'est quelqu'un qui était dans un grand délire mégalomane. Alors, il a été plein de réincarnations, suivant les lettres. C'était Jules César. Jésus, il l'a pas fait, mais je crois qu'il avait tenté quelques pharaons quand même, en une demi-douzaine de lettres. Et on en était à Ménophis II quand il m'a dit un jour, vous allez avoir un ami qui est vachement beau physiquement, qui va vous inviter à un spectacle comique parce que je vous vois rire. C'était rigolo, j'avais un copain qui en effet très beau physiquement et qui me dit tiens est-ce que tu veux aller voir un tel ? Puis on allait voir un tel, on a bien rigolé. Voilà, 2 jours après. Ce monsieur me faisait comme ça des coups. Si je puis dire. Puis un jour, il est mort. Bien entendu, il ne vous a pas influencé. Non. Non, puisque l'invitation est tombée par téléphone 3 jours plus tard. Tiens, voilà, j'ai des places pour. Est-ce que tu as envie d'aller voir ? Voilà, point. Il m'avait prédit aussi. Il m'a dit, vous allez avoir, dites donc, va y avoir des sacrés problèmes autour de chez vous. Va y avoir des sacrés problèmes. Puis j'habitais en fait à ce moment-là devant le bois de Boulogne. Et en effet, il m'avait dit, oh là là, il y a de la violence et des bagarres. Puis un samedi soir, je sors et puis en effet, j'habitais dans un quartier où il y avait pas mal de prostitution. Il y avait des jeunes qui étaient venus agresser des travestis et la police était là. C'était vraiment une grosse bagarre. Bon, voilà. Donc il a fait pas mal de choses comme ça. Mais ce monsieur, indépendamment du fait d'avoir essayé de tuer des gens, c'était un vrai méchant. Bon, il est décédé. Quelqu'un de sa famille est venu me voir parce qu'elle a retrouvé des lettres, etc. Il a été interné pendant 20 ans, quasiment au long cours. Donc on peut pas dire que c'était quelqu'un d'évolué spirituellement. Vous parliez des livres que l'on ouvre au hasard, oui, qui n'existent pas. Non. Il n'y a aucune différence entre ce qui t'arrive et ce que tu es. Ah. Elle est belle cette phrase. Vous l'avez vraiment chopée comme ça ? Oui, au hasard. C'est génial. Ouais. Ouais. Non, elle est belle cette phrase. Ça, il n'y a génial. aucune différence entre ce qui t'arrive et ce que tu es. Oui, c'est une phrase qui m'a été dite dans un dîner et qui a été dite par un maître, mais je ne sais pas lequel. Et ça m'a soudain tout éclairé. C'est-à-dire que je me suis dit, ça y est, je comprends tout. En fait, ce que je décode, c'est les correspondances secrètes qu'il y a entre ce que nous sommes, qui est la somme de ce que nous avons fait, pensé et été, de ce que nous faisons, pensons et sommes, et ce que c'est en train de produire comme répercussion karmique dans nos vies. Voilà, c'est le lien qu'il y a entre ce que notre code barre et la manière dont il va sonner à la caisse, pour vous la faire au champ. Lorsque j'entends une question comme « Est-ce que je vais réussir mon examen ?», que répond le voyant ? Le voyant, il voit pas le moment où on a le bac en main. Il tricote une réponse à travers l'utilisation d'un art divinatoire, comme le tarot ou d'autres supports.
c'est un support, mais ce n'est pas le tarot qui va répondre. Non, le tarot, il répond rien du tout. Le tarot, c'est des bouts de carton. Bon, ce qui répond, c'est la partie. Comment ça se passe? C'est ce que j'étais en train d'expliquer hier aux étudiants de Silvia Mancini. Ils étaient une cinquantaine, ils étaient très intéressés. Ils sont des étudiants en sciences des religions à l'université de Lausanne. Bon. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites un acte divinatoire? D'abord, vous partez du principe qu'il y a une part de vous qui va être capable de choisir le bon bout de carton parmi les cartes retournées. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Mais c'est déjà quelque chose, c'est déjà une transgression dans notre culture. Bon. Vous posez votre question. Ça veut dire que vous partez du principe qu'il y a une résonance entre une question que vous posez consciemment et vos mains qui vont inconsciemment choisir des morceaux de cartes. Bon. À quoi ça sert? Ça sert à tricoter un dialogue avec l'invisible de manière à pouvoir, c'est comme un coup de sonde d'un jeu de tarot, un tirage de tarot. C'est une échographie de l'invisible. Vous voyez? On pose sa question qui va orienter notre choix de cartes et de même qu'un bateau lance une sonde pour savoir s'il y a des récifs, on a, grâce au jeu de tarot, ce qu'il va y avoir dessous. Voyez. Alors évidemment, c'est plus ou moins net. Le tarot ne prédit pas le futur. Il prédit si c'est possible et de quelle façon c'est possible. Vous voyez, quand on faisait de la scapulomancie en Chine en 1370, avant notre ère, et qu'on brûlait des écailles de tortue et qu'on obtenait des réponses, les Chinois avaient des petits carnets dans lesquels ils notaient si c'était un petit bonheur, un grand bonheur, quelque chose de très favorable, défavorable, voire une grosse catastrophe. Le tarot, c'est ça, c'est est-ce que ça va marcher et dans quelle proportion? C'est un genre d'étude de marché, au fond. Alors, souvent c'est décevant parce que, vous savez, ils ne répondent que par rapport à ce qu'ils trouvent, et ce qu'ils trouvent, c'est ce que vous avez fait. Alors, quand vous êtes un élève très 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 mauvais, le tarot va répondre non. Non, madame, votre fils n'aura pas son bac. Ah ben, je suis pas étonnée parce qu'il est vraiment nul, me dit la maman. Mais il n'a pas travaillé en plus. Il n'a pas travaillé. Oui. Quand je tombe sur un tarot excellent, ah ben ça m'étonne pas parce que de toute façon, il est très bon élève. Bon. Et puis parfois, je tombe sur un résultat moyen. Je suis obligée de dire, bah écoutez, c'est pas très net là, on n'est pas sûr, ni qu'il l'est, ni qu'il l'est pas. Et la personne me dit, bah alors vous servez à quoi? Mais tout simplement parce que la divination ne tranche pas sur tout. Et vous vous rappelez, vous, le Brésil, vous aviez vachement potassé le sujet. Ah, j'ai du bol. Je vois que vous avez quel bonheur d'être dans une émission où on livre au livre. Vous pouvez pas savoir ce que ça fait plaisir. Merci. Non, mais c'est vrai. Vous pouvez pas savoir. C'est une rareté. Pas en Belgique. Les Belges sont très sérieux et les Suisses aussi. Donc le Brésil, c'est la veille de mon baccalauréat. J'avais pas du tout travaillé et je me suis déchaînée sur le Brésil en étant persuadée que ça allait marcher. Voilà. Et puis ça a marché. Vous écrivez un peu plus loin dans ce livre Ma vie et l'invisible. Car le futur, à mon sens, fonctionne comme un système de résonance complexe et subtil, obéissant à des lois physiques encore inconnues, pour lesquelles il n'est pas aujourd'hui possible de penser un modèle théorique, mais aussi qui existe cependant. Nous ne savons pas depuis si longtemps ce qu'est la foudre, mais nos ancêtres n'ont pas attendu d'en avoir une explication scientifique pour apprendre à s'en protéger. Oui. Phrase importante, ce qui nous arrive n'est que l'écho de nous-mêmes. Oui. C'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. C'est nous. Synchro. Oui, une synchro. Ce qui signifie que certes, il y a ce que nous avons fait qui joue, mais ce que nous sommes en train de faire, mais aussi de penser, influence notre futur. Et moi, ce que je scanne quand on vient me voir en entretien, c'est la somme de ce que vous avez fait et pensé jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça, par exemple, qu'on peut se retrouver dans une situation où on voit une dame auquel on annonce une rencontre avec un homme un peu dangereux, auquel il faudra faire attention parce qu'il est violent. Et en effet, 2 ans plus tard, cette dame a une liaison avec un monsieur qui était un gendarme, qui était réformé de la gendarmerie, ce qui est grave, puisqu'il a été suffisamment violent pour se faire sortir de la gendarmerie. Relation dramatique dont elle sort. Elle entreprend de s'engager, très abîmée moralement et psychologiquement, elle entreprend tout de même de s'engager dans une vie associative intense qui lui permet d'évoluer. Elle fait une thérapie, je crois, par la sophrologie ou par l'hypnose. Et cette dame entreprend vraiment de changer sa vie. Elle revient me voir, je me souviens plus d'elle. Et je lui annonce la rencontre avec un monsieur qui est artiste, qui a des problèmes de santé, qui est quelqu'un d'extrêmement compatissant. Et quelques mois plus tard, elle rencontre un monsieur qui est sculpteur, qui a de graves problèmes de santé, et qui est l'homme avec lequel elle vit aujourd'hui. Bon. Pourquoi ce monsieur m'est pas apparu en 95? Parce qu'en 95, quel était ce qu'elle avait produit? Ça nous amenait le monsieur réformé pour ses histoires de violence. Elle aurait pas fait de travail sur elle, très probablement en 2005, ce que je lui aurais annoncé, ça aurait été la même chose. La même chose sous les traits d'un autre homme, le même type de code barre, vous voyez, pour rester dans ma comparaison. Bon. Elle change, ce qu'elle est se modifie, ce qu'elle attire se modifie. Voilà. C'est intéressant parce qu'on a du pouvoir sur notre vie. Est-ce que le futur est écrit?
Alors, comme pour votre patrimoine génétique, vous avez des yeux bleus qui sont incroyables. Ça, c'était écrit. Vous voyez ? Ça, vous y pouviez rien. Bon. En revanche, par exemple, vous avez une certaine tonicité. Je suppose que vous démarrez pas vos petits déjeuners à la choucroute, quoi. Bon. Pas vraiment, non. Bah voilà, sinon vous n'auriez pas cette tonicité physique. Bon, donc il y a une part de votre état aujourd'hui physique qui est déterminée, qui était écrit, vos yeux par exemple, il a une couleur particulière, mais votre tonicité aujourd'hui, vous la devez aussi à un certain type de vie. Bon, c'est pareil, il y a des choses qui sont écrites et d'autres sur lesquelles on peut travailler. Ce qui voudrait dire que rien n'est irréversible. Alors, que nous pouvons changer le cours. Oui, dans la mesure où il y a quand même un problème parfois chez nos contemporains et même chez nous-mêmes de pas toujours une bonne mesure de notre pouvoir. Bon, par exemple, quand vous travaillez dans une société qui est une multinationale et que cette société ferme, bon, qu'est-ce que vous voulez y changer? Rien, c'est pas vous qui allez la racheter. Donc là, vous ne pouvez rien faire. Voilà, non mais il faut le rappeler. Dans une situation dramatique, quelle qu'elle soit, ce n'est pas la peine que vous fassiez des soucis, parce que les soucis ne changeront rien à la situation. Évidemment, ça va rien arranger, ça va même bien souvent dégrader le truc. Oui. Je suis d'accord. Je suis bien d'accord avec vous. Nous pouvons influencer énormément de choses dans notre vie. Il y a des choses sur lesquelles nous ne pourrons pas influer parce qu'elles ne dépendent pas de nous. Voilà, elles ne dépendent pas de nous. Par exemple, quand vous êtes amoureux d'un monsieur qui s'en fout, il s'en fout. Voilà, c'est comme ça. Et à un moment, il faut voir les choses en face. Il y a certaines choses, non, nous ne pouvons pas les changer. Mais attendez, le problème, c'est que nous vivons dans un monde où la plupart des gens essaient d'agir désespérément sur les autres, ce qui sert strictement à rien, au lieu de refuser l'idée qu'ils pourraient agir sur eux-mêmes, ce qui est quand même la seule chose possible. Ça, c'est possible, agir sur soi-même, agir sur les autres, non. Donc le voyant n'agit pas sur la destinée de celui qui le consulte. Ah bah c'est une vraie question, si, parce qu'en informant, si, quand vous informez, vous agissez. À condition d'être dans l'écoute, hein. Non, mais de toute façon, une fois que c'est dit, écoutez ou pas, hein. C'est dit quand même, hein. Non, ça, je crois qu'il faut prendre sa responsabilité. Bien ça vous sûr, contrarie les personnes qui vous consultent et qui n'écoutent pas ce que vous leur dites? Ah, pas du tout, c'est leur liberté. Ouais. Ça, c'est... Moi, j'ai pas de... Comment vous expliquer? Comme vous voulez, hein. C'est comme vous voulez. Et comment vous expliquer ma parole, justement? Je suis pas bénévole. Ma parole, c'est un travail. Ils l'ont désiré, ils l'ont souhaité, ils me rémunèrent. Ça leur appartient, ça m'appartient pas. Et je le comprends très bien parce que je sais pas comment vous expliquer. D'abord, il y a des choses qui sont pas faciles à suivre. C'est pas facile de dire à quelqu'un qu'un monsieur dont elle est amoureuse divorcera jamais. C'est pas facile du tout de dire ça. Je comprends qu'elle le largue pas, même si c'est ce qu'elle devrait faire. Moi, je suis là pour dire ce qu'on doit faire, mais après ils font pas, ils font comme ils peuvent. Non, ça me choque pas du tout. Que pensez-vous des voyants ou des médiums qui communiquent avec l'au-delà? Est-ce que vous communiquez avec l'au-delà? Ça m'arrive d'avoir des informations qui sont incroyablement précises et de ressentir des présences. Parfois, c'est pas du tout mon truc et je le recherche pas, mais ça peut m'arriver en entretien quand quelqu'un est décédé d'avoir des informations qui sont précises. Je fais allusion notamment dans mon livre à cette histoire de petit garçon. J'avais une dame en face de moi d'une 60aine d'années, très gentille, on avait terminé l'entretien, et elle me donne un prénom d'enfant. Je lui dis que je vois pas. Elle me dit, écoutez, c'est pas grave, je reviendrai l'année prochaine, c'était très bien, vous me direz. Puis soudain, je lui dis, écoutez, je vois un petit garçon qui vit dans une cour de ferme. Il me regarde et il me dit, c'est pas leur faute, c'est pas leur faute. Il est très très excité, c'est une cour, c'est la campagne, comme une cour de ferme. Et là, je vois cette dame qui s'effondre en larmes. Et qui me dit, écoutez, le prénom que je vous ai donné, c'est un enfant qui est mort et c'est mon frère qui, avec un tracteur, l'a renversé. Et c'était un drame familial qui a bousillé toute notre famille. Et cette dame pleure, elle a pleuré je crois pendant un quart d'heure. Elle me dit, qu'est-ce que je suis soulagée, qu'est-ce que je suis soulagée. Parce que ce petit bonhomme est pris et réussi, comment j'en sais rien, mais à dire c'est pas de leur faute. Là on est content, on se dit j'ai fait quelque chose de bien. Voilà. Mais moi, je comprenais pas ce que je voyais. J'étais très naïve. Je dis, mais pourquoi il me dit, c'est quoi? Parce qu'elle m'a tout dit que c'était quelqu'un de décédé. Elle me dit, voilà, ça vous dit quoi? Et je dis, je peux pas jouer un petit bonhomme qui dit, c'est pas leur faute, c'est pas leur faute. Vous venez de dire quelque chose d'important, Maud Christine. Je ne comprends pas. Les informations vous arrivent? Ah oui, non, mais attendez, ça c'est tous les jours. C'est un jeu d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en entretien, moi j'ai beaucoup de gens auxquels je dis, non, je m'en amuse. Oui. Je leur dis, écoutez, je vois ça, c'est quoi pour vous? Moi je sais pas. Mais de quelle façon l'information vous arrive? Comme une réminiscence. C'est ce que je vous dis. Par exemple, ce petit bonhomme, j'avais l'impression de, voilà,
j'étais en train de... Mais là, je chantais un truc assez bizarre, j'étais happée par le truc. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a des informations, il y a des souvenirs de différentes natures. Comme c'est des souvenirs, les souvenirs, c'est de différentes natures dans la vie, vous savez bien. Et moi, c'est des souvenirs de différentes natures. Est-ce qu'un bon voyant peut prévoir l'évolution de la bourse? C'est très difficile. J'en connais au moins 2. Ah, c'est chouette. Mais ouais. Ils étudient la bourse. Oui, voilà. Je pense qu'il faut avoir une bonne étude de ça, ce qui n'est pas mon cas. Ce qu'on peut arriver... Enfin, je vais vous parler d'un autre domaine et vous allez comprendre pourquoi c'est compliqué. Un jour, je vois 3 personnes qui travaillent sur un film. Je les vois pas à la même période. Je vois une jeune femme qui est costumière et maquilleuse à ses heures. Et je lui dis qu'un jour, elle va travailler sur un film où elle rencontrera un homme merveilleux. Et je lui décris tout ça très précisément. Je vois quelques mois plus tard un acteur qui à l'époque est pas très connu. Je dis écoutez, vous allez faire un film que je lui décris et je lui dis ça va être un succès pour vous, mais alors extraordinaire. Vous allez faire, ça sera le début de tout. Bon, très bien. Je vois un monsieur que je connais bien, qui est producteur, qui me dit voilà tel film, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis oh là 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 là, alors ça va être un fiasco, ça va être terrible. Vous allez perdre plein d'argent. Je lui dis vous pouvez reculer? Il me dit non, c'est déjà fait, c'est déjà en train d'être tourné. Je dis bah écoutez, ça va pas être drôle. Bon, le film sort. La maquilleuse y rencontre l'homme de sa vie. Pour elle, c'est une bonne chose. L'acteur, il y aura des critiques extrêmement élogieuses, puisque vous savez qu'en France, il y a toujours un décalage entre la vie de Télérama et du Monde et de Libération, et souvent, enfin parfois, un petit décalage avec la vie du public. Alors, mais enfin, en l'occurrence, c'était une très belle performance d'acteur qui est saluée unanimement, je dirais, par toute la part la plus pointue et la plus chic de la critique, mais les spectateurs suivent pas du tout et pour les entrées, bah, c'est raté, quoi. Voilà. Alors, vous voyez, le même film, il apparaît comme un événement amoureux pour une femme, une cata financière pour un producteur et un grand succès pour un acteur. Et dans les 3 cas, j'ai raison. Alors vous comprenez, les événements, c'est quoi les événements? Ça dépend pour qui. Et je pense que ce qui manque parfois, en tout cas pour moi par rapport à la bourse, c'est... Puis la bourse est très artificielle parce que vous avez des cours qui correspondent pas forcément à l'état de santé d'une entreprise. L'état de santé d'une entreprise, ça, globalement, avec un taux d'erreur qui existe, mais qui est quand même assez bas, je le vois. L'évolution au niveau santé d'une entreprise. Maintenant, le cours de la bourse, vous savez très bien que c'est pas lié à la réalité. Donc c'est très difficile de faire de la voyance sur quelque chose qui n'est pas réel. Oui, la divination accroche pas là-dessus. Je suis allé visiter votre site. Oui. Et je trouve... Votre site internet. Oui, votre site internet, oui. Et je trouve, et je suis tout à fait, mais alors à 100% d'accord avec vous, vous avez une vision de cette profession qui, si tout cela était en place, rafraîchirait un peu, hein, dans le sens où les charlatans sont là, hein, et ils sont bien là. Oui, mais ils sont bien là parce que les gens qui pensent, les chercheurs et les scientifiques veulent pas s'occuper de cette question. Et c'est Victor Hugo qui disait déjà à l'époque, si la science refuse ces phénomènes, en gros, la rue s'en emparera. Et c'est bien évident. C'est bien évident. La voyance par téléphone me choque pas. Je tiens à le dire parce que j'ai eu un mail récemment de confrères très sympa qui avait bien aimé mon livre, qui me disait moi je travaille par téléphone. C'est pas l'idée de travailler par téléphone. Ça peut arriver. J'ai des clients en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Paraguay. Ils peuvent pas venir à chaque fois quand je les connais. Il peut m'arriver de travailler par téléphone uniquement quand je les connais. Parce qu'on peut pas demander à quelqu'un de traverser la Terre et de se faire 20 heures d'avion pour venir vous voir. Bon. En tout cas, pas à chaque fois. Maintenant, ce qui me dérange, c'est pas qu'on peut travailler par téléphone, c'est pas le côté technique de la chose, c'est pas ça qui me choque, c'est une certaine industrialisation du processus, si vous voulez. C'est les numéros, mais bon, écoutez, faut en finir avec ça. Vous en parlez d'ailleurs dans ce livre, vous parlez du scandale de la voyance. Oui, mais c'est pas ça. Le scandale de la voyance, c'est qu'on prend des responsabilités énormes et que ça choque beaucoup de gens s'ils savaient le niveau de responsabilité qu'on a et l'influence qu'on peut avoir dans certaines affaires. À mon avis, ça. Et les charges qui sont les vôtres. Voilà, hein. et les charges qui sont les miennes. Bon, une bonne fois pour toutes. Sur France 5, il y a quelques mois, j'ai été invitée dans l'émission On n'est pas que des parents. C'était une très bonne émission, très agréable. Et il y avait une jeune femme qui était là et qui avait été escroquée par des voyants par téléphone. Bon, cette jeune femme avait perdu beaucoup d'argent à une période de sa vie où elle téléphonait pour entendre, elle l'a dit elle-même, ce qu'elle avait envie d'entendre. Elle l'a dit elle-même. Au moment où je lui ai dit, est-ce que vous croyez vraiment
Quand vous appeliez des numéros sur lesquels vous voyiez grand voyant, international, le plus connu, le plus fort, 24 heures sur 24, carte bleue, est-ce que vous croyiez vraiment que cette personne avait des capacités ou des dons? Voyance par flash. Voyance par flash. Voilà, voyance par flash. Bon, cette jeune femme me répond. Comme si la voyance avec le flash, ça n'avait rien à voir. Voilà, comme si, voilà. Et puis surtout le décalage qu'il y a entre le pédigré annoncé et la disponibilité de la personne et le faible coût de l'opération. Vous voyez? Le meilleur du monde, mais 24 heures sur 24, puis alors X centimes d'euros la minute, bien sûr. Bon, alors, je dis à cette jeune femme, est-ce que vous pensiez que ces gens avaient des capacités? Et là, très gentiment, elle me regarde. Elle a eu une franchise. Alors, vraiment, j'ai eu beaucoup de respect pour cette jeune femme. Et elle dit, bah évidemment que non. Elle dit, à aucun moment j'ai cru qu'ils avaient des capacités. Je dis, bah alors qu'est-ce que vous faisiez? Elle me dit, bah j'appelais parce que je voulais entendre ce que j'avais envie d'entendre. Et j'appelais jusqu'à ce qu'on me le dise. Elle l'a dit textuellement. Et elle a ajouté, mais vous savez, moi, j'irai jamais voir quelqu'un comme vous. Elle me dit, mais jamais, non, sans une certaine horreur. Elle me dit, mais jamais, jamais. Elle me dit, j'ai pas du tout envie de savoir ce qui va se passer, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas ça. Je voulais savoir ce qui allait m'arriver. Et je crois qu'on peut pas parler d'escroquerie. Je vais prendre une autre comparaison. Quand vous allez au bois de Boulogne et que vous avez un travesti qui vous dit, tu viens chérie, vous vous doutez bien qu'il est pas amoureux de vous quand même. Même s'il vous appelle chérie. Bon, vous n'allez pas aller porter plainte au commissaire en disant, je comprends pas, j'ai été victime d'un abus de faiblesse, il y a une très très belle dame d'1m90 qui m'a foncé dessus avec une perruque rousse et qui m'a dit, mon chéri. Et en fait, elle ne m'aimait pas, elle m'a demandé de l'argent. Bon, faut arrêter. Bon, donc, à un moment, il faut quand même arrêter de déconner. Et je pense que quand on passe par certains services de voyance, qui d'ailleurs sont souvent dans les magazines, en haut, il y a les numéros Internet pour les lignes chaudes et les trucs cochons, et en bas, il y a la voyance. Et donc, parfois, c'est même les mêmes sociétés, il faut le savoir. Bon, je crois pas. Alors, bien sûr, il y a toujours des gens qui sont, en effet, dans un grand état de faiblesse, dans un grand état de détresse, et qui peuvent être dans une confusion. Mais je crois qu'à aucun moment, les gens qui font ces numéros n'imaginent être vraiment en contact avec des voyants. Et c'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. On va vous taxer de manquer, excusez-moi, entre guillemets, de compassion pour ceux qui se font escroquer. Non, on se fait pas escroquer quand les choses... Pour qu'il y ait une escroquerie, il faut qu'il y ait une mise en scène qui aille dans le sens de produire une vérité. Or, ces gens, par la simple présentation qu'ils ont d'eux-mêmes, et la manière dont ça se passe et les endroits dans lesquels c'est dans les journaux, sont, je pense, extrêmement clairs. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, il y a très peu de plaintes. Il y a extrêmement peu de plaintes. Et pour cause. Alors, après, ça pose... Ce qui, justement, laisse la porte ouverte à tout un tas d'escrocs. Bien sûr. Alors, il y a des vrais escrocs. Alors, maintenant, il y a les vraies escroqueries. Je vais vous dire, les grosses escroqueries que j'ai vues, moi, c'est justement, vous allez rire, on parlait de l'argent tout à l'heure, c'est la voyance gratuite. Parce que ça, c'est un... Alors ça, en revanche, c'est une porte ouverte à des escroqueries terribles. Des gens qui passent des publicités dans les magazines en disant voyance gratuite. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens dans le besoin, dans une période difficile, c'est tentant. Hein, c'est encore plus tentant que le téléphone. Et après se lance, on rentre dans un type de courrier où évidemment vous recevez une espèce de définition psychologique de vous, catastrophiste, disant que vous avez beaucoup d'ennemis, qu'il faut bien entendu vous aider, et puis après on lance les travaux occultes. Et là on est vraiment dans l'escroquerie. Vous voyez, là on est dans autre chose. On n'est pas dans dire à la petite dame ce qu'elle a envie d'entendre ou au gentil monsieur ce qu'il a envie d'entendre. Alors j'en reviens à votre... On est dans l'escroquerie. Mais bon, ceux qui acceptent ça n'ont pas à se plaindre. Après tout. Non, alors ceux qui acceptent ça n'ont pas à se plaindre, mais malgré tout, je ferai quand même, vous voyez, je serai plus clémente que vous, parce que ceux qui acceptent ça sont souvent des gens qui sont dans un sentiment de persécution, ils ont réellement l'impression d'être envoûtés, réellement l'impression qu'on leur a fait du mal, ils sont seuls, enfin, là on est dans vraiment autre chose. Vous voyez, je crois qu'il faut faire vraiment la différence. Non, mais je me fais l'avocat de qui vous savez. Oui, voilà, oui. Non, c'est important, je crois qu'il y a une vraie... Les pseudo-voyances gratuites, parce que quand on fait de la voyance gratuite, on va pas payer des publicités pour aller en faire, une bonne fois pour toutes. Donc quand on en fait, bien souvent derrière, pas toujours, mais bien souvent derrière, il y a ce type de toute façon derrière, il y a un business. Alors ça peut être un business de bougies et d'encens, et c'est pas bien grave, mais après vous recevez un catalogue, ça va pas forcément loin. Mais c'est souvent lié à des travaux occultes, et ça c'est terrible. Vous êtes contre? Ça c'est terrible. Enfin, moi, à titre personnel, ça m'intéresse pas beaucoup. Tout ce qui est désenvoûtement, retour d'affection... Ça m'intéresse pas du tout, ouais. Voilà. D'abord, je crois pas qu'on ait le droit d'agir sur les autres, et en plus, je suis pas sûre que ce qu'on obtienne... Vous savez, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Dieu punit les hommes en les exaucant ». Et je crois que quand on obtient des résultats, ils sont parfois très cher payés. Je reviens à votre site internet, il y a une véritable charte de votre part. Oui. Un code de déontologie, oui, bien sûr. Et vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, Maude Christine.
Mais vous avez raison. Vous avez raison. Pas sur mon site tous les jours. Non, mais vous demandez, vous exigez, vous dites le consultant a des droits, mais il a aussi des devoirs. Oui. Tout comme le voyant a des droits et il a également des devoirs. Oui, il a même le droit de ne pas être bon et de se tromper. Oui. Absolument. On est obligé de demander aux gens qui viennent nous voir d'être clairs sur leurs demandes. C'est-à-dire qu'il faut accepter, quand on va voir un voyant, il faut accepter de venir pour entendre des informations qu'on a voulu. Si on veut aller voir un voyant pour entendre ce qui fait plaisir, alors il ne faut pas aller voir un voyant. Alors il faut faire autre chose. Voilà. Quand on a envie de se faire plaisir et d'être sûr de se faire plaisir, il faut aller voir un grand coiffeur, il faut se faire masser. Ça donne forcément du plaisir. Mais voir un voyant ne donne pas forcément du plaisir. Une bonne fois pour toutes. Vous donnez les conseils avant, pendant et après. Oui. Hein, c'est comme pour l'amour. Voilà. Mais bien, ceux qui sont intéressés par le site internet de Maude Christine, c'est vraiment... C'est un site gratuit, je précise. C'est un site gratuit gonflé, qui a énormément de contenu. Oui. Qui... Vous m'avez fait découvrir Monsieur Audier. Oui, vous connaissiez pas Monsieur Audier? Non, je ne le connais. Ah ben non, vous savez... Grand personnage de la recherche en Suisse, en parapsychologie, fondateur de la fondation Marcel et Monique Audier, ex-banquier suisse, grande famille suisse, un monsieur extraordinaire d'une incroyable érudition, qui est à la fois un mathématicien, un chercheur, et qui, avec Monique Audier, sa femme, anime la fondation Marcel et Monique Audier depuis, je crois, plus de 15 ans maintenant. Toutes ces expériences auxquelles vous vous êtes prêté, oui. Les protocoles... ont été mis en place. Oui. Vous étiez au courant des protocoles? Il vous est arrivé de ruer dans les brancards? Je pense encore à l'enveloppe de Géluc. Non, jamais. Pouvez-vous me dire, madame, ce qu'il y a dans cette enveloppe? Non, bien sûr que non. J'ai jamais rué dans les brancards parce que les protocoles, c'est pas à moi d'en décider. Et si je me plais une expérience, je me plais une expérience. J'ai rué dans les brancards avec Géluc pour une raison très simple, c'est que si je m'emmerde à aller me mettre en risque en faisant des expériences avec le professeur Normandon ou avec l'assistante du professeur Maurice, qui, moi, me mettent en danger. Parce qu'à un moment, il faut quand même dire les choses clairement. Quand j'ai fait ce film avec Marie-Monique Robin, il y a 3-4 ans maintenant, je vais être très vulgaire, mais j'ai vraiment pas besoin de ça pour vivre et pour exercer, et pour être déjà extrêmement connue dans ma partie. Bon. Pourquoi l'avez-vous fait? C'est un risque énorme. Je l'ai fait parce que pour moi, le fait d'arriver à démontrer que les capacités psychiques existent, c'est mon combat. Donc c'est un combat qui est au-delà de mes petits intérêts personnels. Voilà. Mais bon, si je prends ce risque, c'est pour justement... C'est parce que je ne peux pas convaincre tous les gélucs de la Terre qui vont arriver avec près de moi, la gueule enfarinée avec leur enveloppe. Voilà. Et qu'à un moment, il faut que les choses se passent à un niveau où elles aient une autorité. Une fois de plus, vous ne reproduisez pas tous les jours que l'eau bout à 100 degrés. Vous dites pas, ça y est, ah bah tiens, regarde, on va le refaire. Non, une bonne fois pour toutes, on a trouvé, on a dit, ok, ça bout à 100 degrés, c'est bon, on n'en parle plus. Bon, bah, c'est à ça que je veux arriver. Donc... Si vous voulez, si vraiment Monsieur Géluc qui était venu me voir, par exemple, dans ma loge avant, m'avait dit, ah bah tiens, j'aimerais bien faire quelque chose, si ça l'intéressait, si c'était une démarche de démonstration, mais il y a beaucoup de gens auxquels j'ai fait des démonstrations, journalistes et non journalistes, parce qu'ils étaient dans une quête. Hein. Maintenant, son attitude, elle était provocatrice, et c'était une façon de réduire mon travail, si vous voulez. C'était une façon de faire comme si c'était rien passé, comme si les expériences de voyance, ça se faisait sur les plateaux de télévision, dans la déconnade et dans l'agressivité, et que ça n'avait pas à se faire dans les universités. Donc c'est quelqu'un qui veut, d'une certaine manière, qui nuit à mon travail, même s'il ne le sait pas, même s'il ne le comprend pas. Parce que pour lui, ce qu'il montre par là, en faisant ce geste, c'est que pour lui, c'est pas respectable. Voilà, c'est pas respectable. Et moi, je me bats pour que ce soit respectable. Pas pour moi être respectable, parce que je le suis, mais pour que les capacités psychiques le soient, et que ce soit des objets de science. Donc quand j'entends le présentateur de cette émission dire « arrêtez de nous prendre pour des cons », je renvoie la question, plus exactement l'affirmation « arrêtez de nous prendre pour des cons, monsieur Ruquier ». Si vous voulez, moi je trouve que c'est des émissions toujours très intéressantes, parce qu'à un moment il fait allusion par exemple à cette histoire qui a beaucoup marqué l'opinion, l'histoire du World Trade Center. Bon, quand c'est arrivé, j'ai un jour été interviewé par une journaliste qui était à l'époque rédactrice en chef de Marie-Claire, et j'étais très bouleversée parce que je venais de voir je venais de voir des Américains. J'avais vu des clients qui étaient mariés ou dont les membres de leur famille étaient des Américains, que j'ai vu couverts de boue avec des buildings effondrés. Il se trouve que ce jour-là, je venais encore d'en voir un. Et j'étais avec cette dame dans ma cuisine, Mathieu, et je lui dis, écoutez, c'est incroyable, j'arrête pas de voir des trucs catastrophiques sur des Américains, et je lui décris. Elle me dit, est-ce que vous m'autorisez à écrire ça? Je dis, bien sûr, il n'y a pas de problème, c'était en 91. Bon.
Je parle d'Américains couverts de boue, dans des tours effondrées, et c'est une grande catastrophe, et ça me frappe énormément. Bon. Laurent Ruquier lit ça et dit « Moi, je vois pas le rapport avec le World Trade Center. » Bah écoutez, qui puis-je? Vous voyez, c'est... Quand même pas mis en doute, hein. Ah bah si. Non, pas ce que vous aviez écrit, mais ce qui s'est passé non, mais il part du principe que puisque c'était 11 ans avant, alors je l'ai pas vu. Oui, mais ce qu'il ne sait pas, Laurent Ruquier, vous avez été des centaines à travers le monde à avoir des flashs et des images comme celle-là. Bien sûr, vous êtes une femme en face de moi, et j'en ai rencontré au moins 10 autres. Bien si sûr. c'est pas 15. Bien sûr. Hein? Ça n'a rien d'extraordinaire, mais si vous voulez, on est vraiment dans le déni. C'est-à-dire que, pour vous dire à quel point on est dans le déni, quand cette histoire s'est passée, j'ai eu des embêtements quand le World Trade Center est arrivé. En 1991, dites-vous? Oui, ça c'était en 91 que j'ai écrit ça. Donc ça a été écrit dans Marie-Claire en 91. Quand c'est arrivé, il se trouve qu'il y a des gens qui se sont rappelés ce que j'avais écrit et qui m'ont fait des histoires en disant que j'étais probablement en mèche avec des intégristes et que c'est comme ça que je le savais. Voilà. Ah non, mais ça a été loin. Ah bah bien sûr. Oh, oui. Enfin bon, je parle dans les détails, mais j'ai eu des problèmes téléphoniques qui étaient... Bon, enfin voilà, ça a été loin. Donc ça a suffisamment été gros, cette histoire de prévision, pour que j'ai, moi, beaucoup d'ennuis. Bon, à un moment, il y a un guide de la voyance qui était très bien fait par Anne Placier qui est sorti. Anne Placier a repris cette histoire en disant « Et qu'on ne me dise pas qu'on n'a pas prédit le World Trade Center ». Maintenant, si en lisant ça, et en mettant les photos du World Trade Center à côté, ça tilte pas, qui puis-je? Vous voyez? Vous savez, les sceptiques, ils sont rigolos, ils sont de très mauvaise foi, les sceptiques, mais c'est chronique. Non, vous croyez? Et un jour, je me rappelle, j'avais fait une voyance, c'était un dauphin, et j'avais dit, c'est un truc gros qui est dans l'eau. C'est un gros truc qui est dans l'eau, ça nage comme ça a une drôle de tête, je sais pas, puis on ouvre, c'est un dauphin. Bon, la personne me dit, oui, mais enfin bon, ça aurait pu être une baleine, ça aurait pu être plein d'autres choses, ça aurait pu être un sous-marin. Mais non, c'est un dauphin. Bah oui, mais ça aurait pas pu être une clamolette, vous voyez. Oui. Bon, donc ils sont de très mauvaise foi. Alors, quelle importance? Enfin, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire? Si je vous dis, vous n'avez pas les yeux bleus, ouais, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Voilà. Qu'est-ce qui reste comme je vous réponds que vous êtes myope. Bah voilà, que vous pouvez rien dire. Par exemple. C'est bon, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'intérêt. Mario Varvoglis, vous connaissez, je suis allé faire un tour sur le site de l'IMI, et il parle de la vision à distance. Alors, j'éviterai le barbarisme anglais. Remote viewing. Remote viewing. Oui. Mais qu'est-ce que la vision à distance? La vision à distance, c'est la capacité à pouvoir savoir ce qui se passe à un autre endroit par des voies extrasensorielles. Il y a un spécialiste de la vision à distance aux États-Unis qui s'appelle Joe McMonigal et qui, quand on lui donne les coordonnées de quelqu'un, peut décrire son environnement. Il a fait d'ailleurs une remarquable démonstration dans le film que j'ai fait avec Marie-Monique Robin, Sixième Sens, qui a été diffusé, je le rappelle, pour nos éditeurs sur Canal+, ainsi que sur Arte assez récemment, en septembre 2006. La vision à distance, c'est la capacité à pouvoir décrire ce qui se passe à un autre endroit. J'ai eu ce duo télépathique avec McMonigal, mais je ne l'ai pas rencontré. Cette vision à distance, elle vient sur commande. Il faut que vous vous mettiez dans un état... La vision à distance, c'est surtout un entraînement. Je voudrais essayer de comprendre. J'ai vu le film, Le Sixième Sens. Il y a le superbe livre aussi qui est sorti. On a les images devant les yeux. On peut douter, bien entendu. On peut entrer également dans le merveilleux. Mais quel est l'état mental de Maude Christen? Souvenir, mais à l'envers. Je regarde la photo de Mario, j'avais pris un Polaroid de Mario Varvoglis et je me dis, qu'est-ce que tu vois? Et là, je laisse monter. Et en fait, ce que je vois, c'est d'abord des arbres verts, très verts. Puis après, je vois un dôme. Puis après, je vois Mario qui regarde comme ça, qui se dit, ah, c'est haut. Puis après, dans le dôme, je vois des femmes avec des robes de soirée. Puis je vois des peintures au mur, des lustres en cristal, des peintures au mur, des très très belles peintures, plein de peintures des fêtes, des grandes fêtes. Voilà comment je vois. Et puis je note tout ça. Mais c'est comme des souvenirs. Ça part de Mario, puis après ça part en, vous voyez, ça part en étoile. Oui, d'événements que vous auriez vécu? Ah non, non. Comment peut-on utiliser le mot souvenir? Parce que par exemple, si vous regardez un film... Vous ne les avez pas vécus dans le passé, mais vous auriez pu les vivre dans le futur? Non. C'est pas ça. Si vous regardez un film à la télé, vous vous en souvenez, vous l'avez pas vécu. Pareil. C'est pas vous, c'est pas votre histoire. C'est une histoire. Une autre histoire.
C'est ce qui se produit quand on va dans un endroit, dans une ville que l'on n'a jamais visitée et on se souvient d'un itinéraire. Non, vous faites allusion aux réminiscences, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas du tout un sentiment de déjà-vu, c'est un sentiment c'est pas un sentiment de déjà-vu du tout. C'est un sentiment vous regardez un film à la télé, au cinéma, vous en sortez, et puis un mois plus tard, un copain vous dit comment c'était, et vous lui racontez. Vous avez lu la théorie de Sheldrake, vous en avez parlé. Oui. Sur les courriels qui arrivent pratiquement en même temps, on envoie un courrier électronique à quelqu'un qui, pratiquement dans le même instant, vous en envoie un également. Oui. Comment expliquer cela, si cela est explicable, Maude Christen? On est en connexion en permanence avec tout. Et évidemment, les relations affectives, et c'est ce que Sheldrake a très bien compris dans ses expériences, favorisent les relations passionnelles et affectives, sont de très très bons vecteurs pour provoquer des phénomènes de clairvoyance et de précognition. Et également des phénomènes télépathiques. Donc quand on est en lien avec quelqu'un, il envoie un mail et il nous répond, c'est normal. Est-ce qu'il y a des phénomènes que vous avez vécus, que vous n'avez pas expliqués ou pu expliquer? Est-ce que, quand vous avez terminé une consultation, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Alors c'est très étrange, non. Et à la fois quand je revois les personnes, même de nombreuses années après, je me rappelle de tout. Tellement de tout. C'est étonnant parce que, à titre personnel, j'ai pas une mémoire extraordinaire et des choses banales comme des codes où j'arrive jamais à mémoriser. Oui, c'est étonnant même. J'ai pas du tout de mémorisation. Là, étrangement, en entretien, je peux me rappeler 5 ou 6 ans après, très précisément, pas de tout ce que j'ai dit, mais de la situation. Ce qui est étrange, c'est que je vais voir quelqu'un dans un restaurant qui est un de mes clients, je vais pas le reconnaître du tout. C'est vraiment très étonnant parce que quand la personne est en face de moi, tout revient. Je sais pas pourquoi. Je serais incapable de vous dire pourquoi. Moi, je me souviens que la première fois que je vous ai vu à la télévision, justement, c'était avec Alexandre Balou. Mystère. Ouais. Et c'est triste que cette émission n'existe plus pour l'histoire d'un connard avec une moto. Enfin bon, une merveilleuse émission. Vraiment, c'est complètement idiot. Je vois encore, et vous voyez, c'est très présent, ce petit morceau de béton ou de pierre. Et la première fois que j'ai vu cette émission, enfin ce passage, parce qu'on est rationnel, quoi qu'il arrive, il faut le rester. Mais tout à fait. Jusqu'au bout, vous êtes d'accord? Bien entendu. C'est pas possible, ils ont préparé ça dans les coulisses, c'est arrangé, c'est truqué. Ouais. La gonzesse en face, elle est mignonne, mais bon, Balou lui fait les yeux doux. Bah oui, c'est normal. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? L'émission était en direct ou elle était enregistrée? Non, elle n'était pas en direct. J'aime pas tellement le public pour les expériences. Et ma seule condition, c'était que ça soit fait en régie. Et en fait, non, ça s'est passé d'une manière très simple. Alexandre Balou m'a tendu un premier objet qui était en fait le bouchon du radiateur d'une voiture de luxe qui a appartenu à quelqu'un de très célèbre. Et là, je me suis lancée. J'ai tout à fait réussi ma voyance. Le problème, c'est que j'ai dit des choses assez graves sur le passé de cette personne, notamment sur des problèmes que ses héritiers n'auraient pas eu envie de voir dévoilés comme ça. Donc là, le test n'a pas été utilisable. Il doit toujours exister dans les archives de la télé. En revanche, après, on est passé au petit morceau de pierre, et là, j'étais déjà partie dans ma lancée, en fait, et j'ai décrit exactement ce que je voyais. Puis vous savez, il y a un truc qui marche bien dans les expériences en télé, il faut quand même le comprendre, c'est qu'on sait qu'on connaît l'effet Rosenthal, le fait que l'expérimentateur produit ce qu'il a envie. Bon, que ce qui se passe est en lien avec le désir conscient ou inconscient de l'expérimentateur. Quand vous avez une émission comme Mystère, votre désir, c'est qu'il se passe quelque chose. Bon, c'est quand même très facilitant, parce que non seulement il y a le désir d'Alexandre Balou, mais il y a le désir à l'époque de la productrice qui s'appelait Corinne Spack, il y a le désir du producteur qui s'appelle Monsieur Plaisance, il y a le désir des machinistes qui sont là et qui ont envie de voir quelque chose, et tout ça c'est très productif. Moi je trouve que les expériences en télé sont pas si difficiles que ça, parce que c'est très productif, le désir des autres est très productif pour la voyance, très productif. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2. Maude Christen, pendant quelques minutes encore dans le studio. Maude, comment s'appelle-t-il? Joseph McMonigle, c'est ça? Oui. Avez-vous été sollicité, vous aussi, pour être espion? Non. Espion, non. Jamais? Jamais. Vous levez la main droite et... Ah oui, je peux lever la main droite. Cela vous aurait tenté d'être un sujet psy? Je suis un sujet psy, oui. Mais pour la défense, non. non. Pas vraiment. Non. Pourtant, il a été un
Oui, McGonigal à la base c'était un militaire. Donc, si vous voulez, il était militaire. Il était militaire. C'est un homme tout à fait remarquable. Attention, mais c'est un militaire et il a développé des capacités psychiques suite à une NDE particulièrement bouleversante. Et il s'est rendu compte qu'il voyait. Puis il a utilisé ça pour l'armée. Je tiens à préciser que Joe McGonigal a des décorations partout chez lui, de l'armée, les plus hautes distinctions de l'armée américaine. Il y a un mur entier de décorations. Donc c'est quelqu'un qui est tout à fait respectable et respecté dans son travail. Moi, c'est pas des questions sur lesquelles j'aimerais spécialement me pencher. Voilà. Ça m'est arrivé de travailler pour l'IML, par exemple, pour la police. Ça, oui, c'est pas pareil. Vous avez cherché des personnes disparues? Non, alors ça, je sais pas faire du tout. Je dis tout de suite. Non, mais c'est bien qu'on va voir ce que vous ne savez pas faire. C'est un truc de radiesthésiste. Mais je suis certain que vous pourriez le faire. Non, j'y arrive pas. Là, non, vraiment. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je peux voir des trucs, mais le problème, c'est que comme je localise pas, ça sert à rien. Parce que moi, je peux pas localiser. Il faudrait être GPS en même temps. Voilà, aussi, il y a des gens qui localisent vraiment bien sur des cartes. J'avais vu une expérience assez intéressante qui avait été faite en Belgique avec un monsieur doué et qui lui localise des gens sans aucun problème, quoi. André Gillet. André Gilles, oui. Monsieur André Gilles, oui. Voilà, qui est un très très bon voyant. Comment ça se passe une consultation chez vous? Si vous voulez, on arrive, on s'installe en face de moi, je ne demande que le prénom et la date de naissance, je prends mon Polaroid et je me lance. Voilà. Alors après, il y a deux solutions, c'est où ça marche, on reste ensemble et on continue. Écoutez, ce qu'écrit Maud Christen, je vais vous parler précisément de votre situation présente et passée, en vous donnant des points de repère précis. Si je ne suis pas en mesure de vous donner des détails que vous puissiez valider, nous arrêterons immédiatement et vous ne me devrez rien. Bah oui. Vous imaginez un président de la République, je vous promets, si je ne tiens pas mes promesses, vous pouvez me virer quand vous voulez. Sarkozy a tenté de nous le faire pendant le grand débat. Vous avez remarqué avec Ségolène Royal, il faut assumer ses responsabilités. Oui. Voilà. On verra. Je plaisante. Non, mais c'est normal, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, vous le savez bien pourquoi. J'ai rien à vous expliquer, vous le savez bien. La voyance marche pas à tous les coups. Donc, il faut quand même s'assurer qu'on est bien branché. Parce que c'est pas non plus, c'est une connexion qui marche pas non plus systématiquement. Donc, je peux pas me mettre à me parler à quelqu'un de son futur, alors que je vois rien. Ça serait horrible. Et puis je veux aussi avoir cette liberté. Je veux dire, c'est important pour moi de pouvoir dire stop quand je vois pas. Enfin, ça fait partie du challenge. Donc vous acceptez, et c'est tout à votre honneur, Maud, comme d'autres, ceux que j'appelle les pros, les vrais de vrais, vous acceptez de dire publiquement, oui, je peux me tromper. Laissez-moi cette possibilité de me tromper. Là, en l'occurrence, parce qu'on demande souvent aux voyants d'être infaillibles. C'est même pas voir. Là, on n'est même pas au stade de se tromper. C'est simplement de ne pas voir. Je vois rien. Je vois rien. Ou je vois l'histoire de votre beau-frère, ce qui est vachement intéressant quand vous venez me voir moi, parce que c'est pas votre beau-frère dont vous avez envie d'entendre parler, c'est vous. Bon, voilà, à un moment, faut s'arrêter, faut dire stop. Il y a des fausses routes. Les tests sous enveloppe, il y en a qui ratent aussi. Alors évidemment, il y en a plus qui réussissent que ceux qui ratent. Mais ceux qui ratent... Il y avait eu un truc très drôle il y a quelques années, c'était... Écoutez, je peux pas m'empêcher d'en rire. Tiens, je vais me lâcher un peu. Au moment où Marie-Monique a fait son film, il y a eu une espèce de conspiration des sceptiques qui s'est dit « Haha, on va coincer Maud Christen ». Ils ont monté un protocole, d'ailleurs, avec Yves Lignon, qui s'est fait également coincer, si je puis dire. Et alors, évidemment, j'ai rien vu. Alors après, c'était triomphant. Vous voyez bien, ça marche pas. Attendez, j'ai jamais dit que ça marche à tous les coups. Quelle importance. C'est si ça marchait à tous les coups. Je vais vous dire un truc, quand ça marche à tous les coups, mais vraiment à tous les coups, là c'est de la fraude. Là c'est de la fraude. Là je peux vous dire. Il y a un mentaliste merveilleux qui s'appelle Gary Kurtz, qui bien sûr est très connu et qui sans le vouloir fait beaucoup de mal à des gens comme moi parce que bon, Gary Kurtz, il sait très bien qu'il n'a pas de capacité. Et quand l'Institut Métapsychique International lui envoie une lettre en disant bah, écoutez, collaborez avec nous, bien entendu, il n'a pas relevé. Ce sont des mentalistes, ce sont des numéros. Mais quand les gens voient ce que font Gary Kurtz, ils me disent eh ben vous, c'est peut-être pareil. Mais attendez, alors déjà, il y a une grande tendance en tout, c'est de dire parce que c'est simulable, alors ça n'existe pas. Alors je vais vous dire, tout est simulable. Dans ces cas-là, au cinéma, des gens s'aiment et s'embrassent. C'est pas pour de vrai. Est-ce que ça veut dire que l'amour n'existe pas? On peut tout simuler. C'est pas pour autant que les choses n'existent pas. Vous voyez, on peut fabriquer un laboratoire l'odeur d'une orange. N'empêche que l'odeur d'une orange, ça existe. Vous voyez, vous voyez bien, il n'y a pas d'odeur d'orange puisqu'on peut la fabriquer. C'est absurde. Même cette pensée est idiote. Vous voyez, c'est une pensée d'imbécile. Il ne faut pas avoir peur d'appeler les choses par leur nom. C'est une pensée très courte. Très courte. Quelle est la difficulté de la parapsychologie?
Alors que depuis des centaines d'années, il y a des travaux qui ont été faits au moins 100 ans. 100 ans. La difficulté, elle est simple, c'est que c'est les limites de notre culture et c'est limites quant à ses possibilités d'intégrer des paramètres qui sont trop loin de ses représentations. Voilà. Je veux dire, c'est le deuil d'une certaine représentation de l'homme et de l'univers, et ça se passe pas tout seul. Et quand on lit le merveilleux travail d'Isabelle Stengers, qui est philosophe des sciences, on comprend pourquoi la science n'est pas ce qu'elle se prétend être, c'est-à-dire quelque chose de totalement objectif, sans idéologie. Elle est conçue aussi avec une façon de se penser et de penser le monde. Et quand les phénomènes qu'on produit vont pas dans ce sens-là, eh bien ça n'arrive pas à rentrer. Et que répondez-vous aux zététiciens? Qu'ils existent, comme la plupart de la communauté scientifique? Justement, ils ont une position qui n'est pas scientifique, puisqu'ils ont une position où ils savent déjà à l'avance. Le problème, c'est qu'employer le mot zététique et l'art du doute, c'est pas l'art du doute quand on anime un laboratoire qui ne sert qu'à expliquer que tout est explicable autrement. Vous voyez, c'est tout sauf l'art du doute, c'est des mises en scène. Bon, maintenant, ce que j'ai envie de répondre aux zététiciens, c'est que c'est aux travaux des parapsychologues qui sont publiés dans Nature qu'il faut qu'ils répondent, c'est pas aux voyants. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est une pensée très binaire. Hein. C'est une pensée très très binaire. C'est une pensée terriblement fermée, qui coince. Je crois qu'il y a une part de terreur. Il y avait vous avez un confrère qui s'appelle Bernard Martineau, qui est un homme assez remarquable, qui avait écrit un très beau bouquin, Les Champs de l'Invisible. Dans ce bouquin, il parlait d'un célèbre zététicien, puisqu'il parlait de M. Brock. Il disait de M. Brock, qui l'avait interviewé, il disait... De façon très familière, il l'apostrophait dans son livre en disant « Écoute Henri, tu vas pas me faire croire ». Il disait « Tu vas pas me faire croire que c'est pas la peur qui te motive, tu vas pas me faire croire que tu es objectif, tu vas pas me faire croire ». Bon, les zététiciens aujourd'hui, ils sont remis en cause par les philosophes des sciences. Bon, bien entendu, vous connaissez Bertrand Meilleux et son travail, sa somme de travail, mais je pense à Madame Nicolette Delman, qui est historienne et qui travaille à Nanterre, qui a fait l'année dernière une histoire de la voyance du XVIIIe siècle à nos jours, et de la voyance et du paranormal jusqu'à nos jours, et qui dit très clairement que les zététiciens escamotent tous les enjeux de la parapsychologie, et qui critique de manière assez ferme le travail de M. Brock et de M. Charpak. Donc les zététiciens, ils intéressent les médias qui cherchent des positions pour ou contre, mais par rapport à ce que pensent les hommes et les femmes qui travaillent sur les sciences, les chercheurs dans les sciences, les sociologues des sciences, les philosophes des sciences, ils passent pas pour autre chose que ce qu'ils sont. Hein. Faut pas se raconter d'histoire. La parapsychologie pourrait aider en ce qui concerne l'archéologie. Oui. J'ai parlé de. Oui, il y a des travaux très intéressants là-dessus. Des services de renseignement. Oui, il y a des travaux très intéressants là-dessus, très très intéressants, bien sûr. Oui. Il y a des études qui sont en train d'être faites dans ce domaine. Il y a des expériences qui sont en train d'être montées dans ce domaine, mais je ne peux pas vous en dire plus. Il y a des choses qui sont en train d'être pensées en ce moment, dans ce domaine précisément. La France reste à la traîne, donc. C'est même plus la traîne, mon pauvre monsieur. Bon, on va conclure par là. On va dire, voilà. Il y a des laboratoires dans tous les pays européens développés qui sont abrités par des universités, qui produisent des travaux, qui fabriquent des thésards. À Édimbourg, par exemple, vous avez des gens qui font des thèses sur la fraude dans les laboratoires de parapsychologie d'Édimbourg. Vous avez des étudiants qui font des thèses sur la fraude, parce que l'université d'Édimbourg, on embauche aussi des illusionnistes, des gens comme Anki, pour, bien entendu, pas se faire avoir par des charlatans. Donc, dans le monde entier, en Europe et aux États-Unis, il y a des laboratoires qui produisent des publications. En France, on n'a pas de laboratoire de parapsychologie abrité par l'université. On ne peut pas faire de thèse sur ces sujets. On ne peut même pas en parler dans une université. Vous voyez, hier, j'ai été invitée à Lausanne. Je ne serais jamais invitée à Nanterre. Vous voyez. je le sens pas là. Bon, les sciences humaines sont trustées au plus haut niveau par des gens qui ont une logique aristotélicienne et qui ne veulent pas entendre parler d'autres façons de penser le monde que la leur. Et les sciences dures sont littéralement noyautées par des rationalistes. Donc on ne peut pas s'en sortir. Mais c'est des histoires de pouvoir qui n'ont pas grand-chose à voir avec la science. Mais un organisme comme l'UMI aurait-il besoin, et je le dis très amicalement, oui, l'IMI de beaucoup de tuyaux derrière Non, l'IMI se donne... De finances. Ah bah bien entendu. L'IMI est reconnu d'utilité publique, mais n'a aucun fonds. Comment vous voulez faire de la recherche sans fonds? C'est impossible. Bon. Non, la France est une exception dans ce domaine. C'est vraiment une exception. C'est l'exception française. Sinon, votre actualité, à part le livre qui vient de sortir il y a quelques semaines, 15 jours, 3 semaines à peu près, il me semble.
pas d'autre actualité. Un autre oracle Non, j'ai pas d'autre actualité. J'ai été aux États-Unis parce que mon jeu de tarot a été édité là-bas, ce qui est une prouesse parce que les Français, ça s'exporte pas très bien. Les Américains sont très protectionnistes. Mon jeu de tarot marche très bien là-bas. Non, j'ai pas d'autres projets. J'ai un projet d'écriture avec Bertrand, enfin sous la direction de Bertrand Méheux, mais je vous en dis pas plus. Alors cette couverture, il y a 2 photos. La photo de Maude Christen, zen, et puis derrière une autre Maude Christen. Transparente. Oui. Est-ce que c'est un voyage ? C'était l'idée du guide qui est, je l'ai dit, ou une part supérieure de moi-même ou une autre personne qui m'accompagne et qui me permet d'être en contact avec certains types d'informations. C'est ça qu'on a voulu représenter avec Jean-Daniel Belfond. C'est une influence. Une influence ? On va dire. Oui. Maude, l'émission est terminée. Je vous remercie. Je vous remercie de cet excellent moment. J'espère que vous avez pris quelques plaisirs. Ah, absolument. J'ai passé un très très bon moment avec vous. Vraiment. Je vous remercie beaucoup de votre accueil et de votre patience. À très bientôt, Maude. Bonne fin de journée. Au revoir. Voilà, je vous rappelle le titre du livre que vient de publier Maude Christen, Ma vie et l'invisible. C'est un livre paru aux éditions Les Presses du Châtelet.